Deuxième partie, avec nous Carlo Buontempo, directeur du Copernicus Climate Change Service, et Julien Nicolas, scientifique dans la réanalyse météorologique du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Et nous allons parler des données exploitables pour la communication sur le changement climatique. On va démarrer parce qu'on a déjà une première question qui s'adresse à vous deux, messieurs. Nous avons tous tendance, notamment nous les journalistes dans nos prévisions météo, à nous attarder particulièrement sur les températures. Et actuellement, en période de canicule, quoi de plus normal, cela se comprend. Mais vous nous proposez d'aller au-delà de la température. Comment? Welcome to you. It's up to you now. Well, thank you very much. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui. Pour nous aussi. Et je suis directeur en fait du projet Copernicus Climate Change Service. Et je voudrais parler de 2 points dans les quelques diapos que je vais vous montrer. Et cela va traiter les questions que vous avez posées. Pour être simple, 2 points. Tout d'abord, lorsqu'on parle de climat, on parle souvent de température. Et cela est censé, c'est clair, viable, et c'est certainement un des variables les plus importants que nous regardons lorsqu'on parle de changement climatique. Mais le point que je voulais faire ici, c'est que le climat est beaucoup plus complexe que la température, et on peut en dire beaucoup plus. C'est-à-dire on peut donner d'autres données climat à part la température. J'apprécie que lorsqu'on dit cela, maintenant, aujourd'hui, dans une des plus fortes canicules de ces derniers temps, canicule très précoce en plus. Donc, deuxièmement, le service changement climatique de Copernicus a des données disponibles gratuitement, ouvertement à tous. Donc, c'est une ressource pour tous, pas seulement pour les climatologues ou les scientifiques, mais également pour tous ceux qui font en fait l'interface entre la science de la climatologie et le public. En ce qui concerne moi-même et mon collègue, Julien Nicolas, nous avons été très actifs au niveau du rapport de l'état du climat. Alors, commençons maintenant la présentation. Je crois que le premier point que je voudrais dire, c'est nous présenter. Le Copernicus Climate Change Service est un des services du programme Copernicus. Il y en a 6. Alors, en fait, le service a été lié au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Et cette organisation, que la plupart d'entre vous connaissez, a été à l'avant-garde de la révision systématique de la prévision météo au niveau du monde. Depuis 2018, le service changement climat de Copernicus est le plus jeune des services et depuis, s'est établi comme ressource clé pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du climat. Le service figure de façon prédominante dans le dernier rapport d'évaluation du GIEC en ce qui concerne le fait que le service climat a fait une présentation, mais nous avons également présenté quelques-uns de nos produits clés et cela a été mentionné de diverses façons. Certains d'entre nous ont fait partie de ce rapport.
Je voudrais dire qu'il existe plusieurs ingrédients expliquant notre succès en tant que service, mais je voudrais en indiquer deux. Tout d'abord, nous fournissons une interface web facile à utiliser qui donne accès à une base de données incroyable. Et pour vous donner une idée de la taille, de l'ampleur de l'exercice, nous avons jusqu'à 1,5 million de demandes de données par jour. Et deuxièmement, je voudrais dire que nous sommes allés encore un pas plus loin en ce qui concerne les données. Nous voulons assurer que les données puissent être traduites en informations efficaces. Donc, si vous vous intéressez à nos utilisateurs de données, vous pouvez en fait utiliser le code QR en haut à droite de la diapo. Et vous pouvez l'utiliser soit maintenant ou plus tard. Aujourd'hui, alors, je pensais que c'était un bon moment pour, en fait, parler dans le cadre de la campagne Warming Stripes. Alors, nous allons parler du passé, de l'avenir et du présent de notre climat. Les stripes ici représentent le réchauffement du climat, les rayures là en fait, du passé au présent et vers les différents avenirs qui dépendront des choix que nous faisons aujourd'hui. Si vous regardez les barres bleues, vous voyez en fait des informations qui concernent des observations venant de satellites. On a pu voir les données extraordinaires. Mais il y a également les informations provenant de stations météo en mer et autres capteurs. Vous savez qu'en ce qui concerne le passé, on a intégré nos données du passé dans nos modèles. On a essayé de reconstruire le passé et ensuite on essaye de donner des informations concernant l'avenir, c'est-à-dire des prévisions ou des projections climatiques pour l'avenir. En essence, voilà le type de données auxquelles nous donnons accès. Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je voudrais souligner ici que toutes les données du passé, du présent et de l'avenir sont disponibles, accessibles, libres d'accès. En ce qui concerne les températures au niveau mondial, il faut savoir que j'ai démarré cette présentation en parlant qu'il fallait aller au-delà des données. Et pourtant, nous avons en fait une canicule. Vous savez que la température est un variable clé, mais ce n'est qu'un des variables qui nous permettent de décrire le climat sur notre planète. Donc, vous avez en fait les systèmes d'observation de la planète au niveau mondial. Vous avez les différents systèmes qui ont en fait identifié 54 variables essentielles. Ici, vous voyez la liste des variables. Très souvent, on divise les variables par rapport à ceux liés à l'océan, à la terre, à l'air, etc. J'ai eu la chance de participer à la rédaction du plan de mise en place qui va être bientôt publié. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui aujourd'hui nous n'arrivons pas encore à percevoir clairement. Il y a un travail en cours
en cours et parfois les périodes d'observation sont trop courtes. La stabilité des mesures ne sont pas suffisantes pour offrir une certaine confiance. Donc, il faut travailler sur cela. Mais il faut savoir que pour la majorité des indicateurs, nous avons en fait un bon record. Si on regarde en fait les services qui offrent accès à 22 des 54 variables, et ce que vous pouvez voir dans cette diapo, en rouge, vous avez les variables pour lesquelles on peut donner des informations. Donc, ce ne sont pas les températures. Mais qu'est-ce que cela implique en pratique, vous allez dire? En fait, vous pouvez accéder aux données et les trancher pour essayer de déterminer des exemples. Par exemple, lorsqu'on regarde la question, les données d'humidité du sol, on peut visualiser cela pour n'importe quel point de la planète. En fait, vous avez des courbes X, Y. Et ce qui est intéressant en ce qui concerne les données, eh bien, les données sont publiques et il faut savoir que le logiciel pour créer ces graphiques sont disponibles également. Donc, vous pouvez voir cette humidité du sol, vous pouvez voir les tendances, vous pouvez modifier les paramètres également. Et en ce qui concerne l'accès, vous pouvez trouver le lieu que vous souhaitez consulter. Donc là, c'est l'exemple de l'humidité des sols. Mais en fait, vous pouvez faire cela pour les 22 variables que je vous ai mentionnées. Ici, vous avez une coupe de l'humidité troposphérique entre le pôle Nord et le pôle Sud. Vous savez que ici, vous pouvez voir que ces données ont été mises à disposition et vous pouvez voir que les données ont été rassemblées par différentes organisations. On les rassemble, on les tranche, on les rend sous format visible, compréhensible facilement. Notre capacité à décrire le climat par rapport à ces observations et notre capacité à faire des prévisions pour l'avenir est liée en fait à notre capacité d'observation. Ici, vous avez la possibilité de faire des prévisions météo mondiales très précises. Vous savez qu'on commence avec un état observé de l'atmosphère, de la Terre et de l'océan. Il y a un flux de données incroyable chaque jour et il y a des différentes techniques de modélisation. L'objectif vise à caractériser l'état du climat et montrer que des prévisions météo peuvent être faites. Mais cela représente un outil clé pour décrire le climat. Vous savez que mes collègues communication m'ont dit de ne pas montrer cela, mais étant donné votre expérience, j'ai décidé d'inclure cette diapo. Ici, ce que vous voyez sur l'axe horizontal, en bas à droite, c'est le temps de 1950 à aujourd'hui. En vertical, vous avez le niveau de pression de la surface à la stratosphère. Et donc, il y a énormément d'informations que vous pouvez apprendre à partir de cela. Regardez les rayures qui sont bleues en bas
à gauche et rouge en bas à droite. C'est en fait lié au réchauffement, en fait. Réchauffement de la troposphère. Et vous pouvez voir également le rafraîchissement de la stratosphère, ce qui est quelque chose d'intéressant par rapport au changement climatique. Vous voyez en fait les éruptions, vous pouvez voir en fait l'effet El Niño. Donc c'est un outil très puissant ici. Et ici, on parle de température encore une fois. Mais il ne faut pas être trompé par cela. La technologie nous permet de faire des choses réellement extraordinaires. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le résultat obtenu par mon collègue Philippe Lecoste. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'image connue de la Terre en décembre 1972, photo prise par les astronautes d'Apollo 17. Et en fait, c'est quelque chose qui était affiché dans ma chambre quand j'étais enfant. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'image à droite. C'est la même vue que celle qui avait été prise par Apollo, mais ici, c'est reconstruit. Et en fait, c'est quelque chose avant la plupart des vols spatiaux. Et ici, vous voyez que cela nous permet de comprendre les lois de la physique et on arrive à produire quelque chose qui est assez semblable par rapport à ce qui existait à l'époque. Ce n'est pas une question de température, c'est toute la planète. Ici est modélisée, tout cela est disponible pour vous. Si nous voulons aller un peu plus loin, regarder l'avenir, avoir la même compréhension du climat qui nous a permis de faire cette image, souligne notre capacité à prévoir l'avenir. Par exemple, pour la saison suivante, ici on peut voir les variations El Niño et La Niña en océan Pacifique, éléments clés pour l'impact climatique mondial. Il faut savoir que La Niña ou les conditions de La Niña vont continuer pendant les mois à venir. Maintenant, si on regarde la prochaine saison en Europe, on voit déjà que cela a démarré très chaud, très sec. Eh bien, ces événements vont probablement continuer. Si on regarde au-delà des prévisions climatiques, on a beaucoup d'autres opportunités. Alors, ici, vous avez en fait une image en fait du Royaume-Uni. Vous savez, il y avait un représentant de la Société d'horticulture royale qui était très surpris par les questions de sécheresse, etc. Et il était inquiet parce qu'il disait à cause du changement climatique, les rhododendrons pourraient disparaître du sud de l'Angleterre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que une information peut vous mener à réagir. Vous savez que lorsqu'on parle de changement climatique, pour quelqu'un comme moi, eh bien, une graphique telle que celle-ci serait plus intéressante car elle montre le déclin de population de sardines dans la Méditerranée en raison des changements au niveau de l'océan et de la mer et la pollution.
Donc, ce qui fait la différence, c'est l'histoire qu'on essaye de raconter. Et ici, en fait, vous avez une base de données qui vous offre beaucoup de données. Ici, vous pouvez voir, en fait, le travail que nous avons fait. Nous avons essayé d'aller au-delà des données. Vous savez que tous les ans, nous publions un rapport au mois d'avril et on fait sa publication en regardant tout un ensemble de données. Et c'est pour cela que l'équipe rédactionnelle, et Julian est un membre clé de cette équipe, en fait, ont travaillé pour assurer que la méthode était simple et que les modèles faciles à utiliser. Donc, en fait, on a regardé la traçabilité des données d'origine parce que cela est un élément clé. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons, ils pourront non seulement remonter à l'origine, en fait, des informations, mais les utiliser également. Julien va regarder certaines des variables. Donc, je voudrais conclure avec, si vous voulez, avec une diapo qui résume certains des variables clés. Oui, la température est importante et la température moyenne pour l'Europe, par exemple. Mais si on regarde les changements au niveau des gaz à effet de serre, si on regarde l'importance d'aller au-delà du CO2, regardez le méthane, qui est un sujet de travail. Si on regarde la question du niveau de la mer, la température à la surface de la mer, etc., tout cela est essentiel pour bien comprendre le changement climatique. Et Julien va vous parler de certains de ces variables. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. On va laisser continuer votre collègue Julien. Julien, c'est à vous. It's up to you, Julian. Thank you. Merci beaucoup. So, thank you, Carlo. Merci donc pour cette présentation, Carlo. Et comme cela a été dit, en fait, ici au centre du ECMWF, et je suis donc impliquée dans cette collaboration à la préparation du rapport sur le climat. Et donc, je vais donc présenter les diapositives qui vont suivre dans la deuxième partie de cette présentation. Dans la première partie de la présentation, donc Carlo a abordé la question des ressources, du suivi des activités climatiques. Et dans cette deuxième partie de la présentation, ce que nous souhaitions faire, c'est de vous fournir des exemples de la façon dont le C3S, le service de changement climatique Copernic, permet de capter des données qui permettent donc d'établir des rapports sur le changement climatique, et ce, en utilisant l'ensemble des données qui sont mises à disposition du public. Et l'exemple que nous avons choisi, et donc c'est celui de la cryosphère, c'est-à-dire l'ensemble des composantes du système climatique où se trouve de l'eau, que ce soit à l'état glacé, par exemple la glace de mer, les glaciers, le pergélisol, et l'ensemble de ces variables pour lesquelles C3S fournit un ensemble de données climatiques. Comme Carlo l'a mentionné et d'ailleurs montré également,
dans cette présentation du portfolio d'informations qui est peut-être fourni par C3S et les variables essentielles qui peuvent être fournies et qui sont qui donc se basent par exemple sur des éléments liés à la cryosphère, par exemple le pergélis sol et également les questions liées donc à l'enneigement également, et donc ça a déjà été couvert, et nous allons nous concentrer sur les données pour lesquelles nous avons des fichiers beaucoup plus importants, beaucoup plus fournis en termes de données, comme les glaciers par exemple. Donc l'idée, c'est en allant bien au-delà uniquement des questions liées à la température, bien entendu, sans ignorer tout à fait la question de la température, puisque la température a un effet bien entendu sur la cryosphère et est toujours finalement à l'arrière-plan de ces différents phénomènes. Donc, les C3S fait le suivi des activités au niveau de la cryosphère. Carlo a monté le rapport sur climatique, sur les activités climatiques qui sont suivies sur l'année. Et donc, depuis le rapport sur le climat de 2020, C3S a intégré des données, comme par exemple liées à l'Arctique, et donc sur laquelle nous avons pu nous concentrer cette année pour souligner l'importance de l'altitude. Et donc ici, on a également suivi de l'évolution des glaciers et également des glaces de mer. Donc, dans le cadre du rapport climatique, nous mettons également à jour les indicateurs liés au climat avec les principaux titres qui permettent de caractériser ces effets climatiques. Nous avons des ensembles de données systématiques, relevées de manière systématique sur une longue période. Et donc, nous avons également des variables qui portent sur la glace de mer, la cryosphère, etc. Un autre type d'activités qui sont menées est lié à la cryosphère. C'est notre bulletin mensuel. Donc, ce sont des synthèses mensuelles qui sont publiées au début de chaque mois et dans lesquelles nous établissons des rapports sur la température mondiale, sur également, nous donnons des éléments liés aux variables hydrologiques, mais également sur la partie glace de mer, à la fois pour l'Arctique et l'Antarctique. Nous prenons en compte ce qui se passe au niveau de ces couvertures de glace, et ce de manière régulière à travers ces activités de suivi. Et donc, nous décrivons et publions ces synthèses, et donc à travers également des cartes de la couverture glaciaire en Arctique et en Antarctique. Et à nouveau, nous fournissons les données qui nous sont fournies par C3S. Donc, parmi les variables de la cryosphère, nous essayons de caractériser ce qui fait souvent les titres des médias, c'est-à-dire ce qui permet de décrire les changements en cours au niveau du climat, par exemple avec la masse, le volume de glaciers et les évolutions que nous avons vues au cours des dernières décennies. Concernant la calotte glaciaire, la couverture glaciaire à travers le monde, et on voit également cela se réduit. Et donc ici, nous avons des graphiques qui présentent les tendances, qui permettent de voir cette réduction en termes de volume. Et donc côté gauche, vous avez des données qui viennent du projet IMBI, c'est l'équilibre de la masse de la couche glaciaire en Arctique, et donc
qui présente donc les résultats, ou également avec d'autres agences comme le C3S, l'Agence spatiale européenne notamment, et certains des données qui sont fournies par C3S font partie de cet ensemble de données. Et donc l'autre graphique à droite montre l'évolution donc et donc à travers des relevés effectués sur le bilan massique de couverture glaciaire à différents endroits du monde. Et dans cette présentation qui a été faite un peu plus tôt ce matin, nous avons eu la bonne illustration, une belle illustration de ceci, c'est-à-dire avec l'augmentation constante du niveau des mers au niveau mondial et la façon dont ici donc la fonte de la couverture glaciaire a un impact sur l'augmentation du niveau des mers. Ici donc on voit également l'impact donc sur le niveau moyen des mers et quelles sont les implications que ça peut avoir, l'impact que ça peut avoir dans les années, dans les infrastructures des pays à travers le monde notamment. Donc maintenant, lorsque l'on essaie de faire des rapports sur la couverture glaciaire, de la cryosphère et quelle est l'étendue des glaces de mer en Arctique et en Antarctique, il y a différentes variables que nous suivons de manière régulière, comme je le disais, donc de manière mensuelle, et ça fait partie donc de notre routine climatique, je dirais. Et très souvent, cela nous amène à regarder donc les changements que nous étudions en Arctique et Antarctique, et nous voyons très clairement des différences entre les deux, et qu'il nous faut d'ailleurs clarifier très souvent, et donc de façon, et on voit donc on voit qu'il y a une tendance décroissante en Arctique, et donc c'est important de pouvoir établir cette comparaison qui met en évidence les contrastes entre ces deux régions. Et donc à droite, donc avec notre indicateur climatique, l'on met à jour de manière annuelle, donc on va de plus en plus profond. Et donc ici, nous voyons les tendances que nous observons concernant la concentration de glace de mer en Antarctique et en région arctique. Donc pour la région arctique, donc c'était en septembre. Donc, on essaye d'aller bien au-delà des variables de température lorsque l'on regarde donc les glaces de mer. On essaye d'aller également au-delà donc des concentrations et de l'étendue de glace de mer. Donc, mais ces variables ne permettent pas de prendre en considération toutes les transformations qui s'opèrent au niveau de la glace de mer, et donc également des données qui sont fournies qui permettent de définir d'autres caractéristiques concernant les glaces de mer. Et donc, ce sont la carte que l'on retrouve ici avec les différentes nuances de vert et qui montre en fait donc les teintes les plus claires, donc les premières années de glace, et c'est les représentations plus foncées, ce sont donc la glace donc qui résulte de plusieurs années, c'est-à-dire la glace la plus ancienne, on va dire. Et donc sur la carte, en fait, à la fin de la saison de fonte des glaces, c'est-à-dire vers décembre, on peut faire un point sur la situation, l'impact au niveau de la saison de la fonte, et d'évaluer l'épaisseur de la glace. Donc, on regarde le type de glace, également par rapport à l'épaisseur de cette glace. Et donc, on le revoit à travers ces différentes teintes et ces différentes couleurs représentées. Et donc, à la fin de la saison des fontes, donc par exemple à l'automne et au début de l'hiver, on peut comparer le type de glace et l'épaisseur de la glace à ce qu'ils étaient, au l'état dans lequel ils étaient l'année précédente à la même date, et voir l'impact de la période de fonte des glaces sur ces différentes variables, c'est-à-dire en termes de l'impact sur le type, en fonction du type, et en termes d'épaisseur.
Et donc, ce sont des indicateurs, par exemple, pour cette année, qui ont montré comment, en fonction du type de glace, nous avons pu observer une évolution depuis 79, à la fois des modifications au niveau du type des glaces de mer, mais également d'épaisseur. Donc, on voit également la proportion des glaces les plus jeunes, on va dire, qui donc s'est accrue au fur et à mesure des années, avec de la glace qui est donc plus récente, qui a augmenté, sa part a augmenté. Et l'autre aspect est donc que l'on retrouve dans notre rapport, c'est qu'on essaye de créer des histoires, c'est-à-dire en créant des liens entre les différentes variables dans le système climatique qui sont toutes en lien, bien sûr, avec la cryosphère. Et ce que l'on voit, c'est que c'est l'influence des températures qui ne doit pas être ignorée, parce que les températures jouent très souvent un rôle important, alors un rôle majeur, mais également le rôle moteur que cela joue sur le type de glace et les modifications qui s'opèrent au niveau de la glace. Et donc nous avons fait ici ce rapport pour 2020, c'était pour 2020, pour le sommet sur le climat. Et donc, on voit également que, par exemple, sur les longs de la côte de la Sibérie, la couverture glaciaire a battu des records de bas niveau à la fin de l'été. Et donc, l'étendue de la couche glaciaire, dans les rapports que nous avons effectués, qui donc étudie donc l'étendue. Donc là, c'est sur moi en bas à gauche, avec donc des données sur plusieurs années, de façon à avoir un ensemble de données qui soient et qui fournissent en tout cas une vision complète de différentes variables de cette atmosphère, Et on utilise par exemple l'étendue de la glace de mer au quotidien et de la température en surface, également du vent, pour expliquer cette disparition très précoce au début du mois de juillet, par exemple. Au début de la période de fonte, c'est à droite la concentration de glace, c'est-à-dire en septembre 2020, on voit l'étendue, qui est la deuxième valeur. Donc la couverture de la glace sur la côte sibérienne, que l'on retrouve ici sur l'image, et on voit que les conséquences de cette perte, que ce très bas niveau de couverture, c'est que c'était sur le long d'un itinéraire très fréquenté de transport maritime, et par conséquent que cela a un impact sur également la réduction de la concentration de la glace à ce niveau, puisque c'est un passage très fréquenté. Dans le cadre du rapport climatique, donc on regarde également des différents secteurs le long de la côte est du Groenland. Et donc, ici, on voit les données satellitaires fournies. La façon dont nous avons travaillé dans le cadre de ce rapport, c'est que en octobre 2021, alors que nous étions en train d'établir le rapport sur la condition glaciaire pour l'année 2021, sur le mois de septembre, et donc c'est ce qu'on retrouve ici à gauche de l'écran, nous avons mentionné brièvement ce qui se passait concernant cette partie de l'océan Arctique. Et donc, lors de la rédaction de ce rapport, nous avions plus de temps, plus de données à disposition. Et nous avons essayé de fournir des informations plus détaillées, plus complètes sur ce qui se passe, en associant différentes variables climatiques et en combinant l'étendue de la couche glaciaire avec des questions des données liées à l'atmosphère,
la partie aussi dérive de la banquise, etc. Donc, nous avons combiné tous ces différents variables que nous avons pu intégrer dans le rapport. Et on voit également, donc ici, c'est avec la couleur verte, donc sur le graphe qui est en bas, dans l'océan, qui montre les concentrations de chlorophylle à la surface, dans la couche supérieure donc, de l'océan, et qui montre la concentration totale, en fait, à ce niveau-là. Et donc, pour apporter des informations complémentaires sur ce qui se passe au niveau des océans, au fur et à mesure que nous avons cette fonte glaciaire, ce recul de la couche glaciaire. J'approche de la fin de cette présentation et j'aimerais dresser la liste de quelques réflexions ou partager avec vous quelques réflexions de nos activités liées à la cryosphère. Et donc, l'image que l'on voit ici à l'arrière-plan, et donc ce sont des images satellitaires qui présente donc la zone glaciaire en Islande, d'un endroit que je n'essaierai même pas, d'un glacier que je n'essaierai même pas de prononcer, mais qui permettent d'avoir des images finalement exceptionnelles de ces glaciers. Et c'est une des caractéristiques d'ailleurs de la plupart des variables de la cryosphère, c'est-à-dire qu'ils produisent des paysages véritablement exceptionnels. Et impressionnant. L'aspect lié à la beauté, finalement, c'est quelque chose que l'on doit encore plus souligner, puisque ça permet de créer des émotions et par conséquent de stimuler l'intérêt parmi le public, de susciter l'intérêt parmi le public. Et je pense que c'est important pour pouvoir créer des histoires, développer des histoires autour de ces questions climatiques. Les changements au niveau de la cryosphère sont également, en tout cas certains, comme ceux qui se produisent au niveau des glaciers, sont très visibles. C'est-à-dire qu'au cours d'une vie ou dans le laps de temps équivalent à une génération, on peut voir des changements notables au niveau des glaciers très rapidement. Et les changements qui impactent la cryosphère sont étroitement liés à des changements qui se perdent à d'autres niveaux de variables du système climatique dont j'ai déjà parlé. La température, c'est certainement une des principales variables, mais également les niveaux des océans. C'est également un autre facteur important que j'ai mentionné dans cette présentation. Donc, je pense que c'est important de comprendre les liens entre les différents aspects du système climatique lorsque l'on fait des rapports sur le changement climatique et l'impact sur la cryosphère en particulier. Donc, les changements de la cryosphère impliquent également des mécanismes importants qui donc sont moteurs de ce changement climatique avec donc ce qu'on appelle les boucles de retour. Une autre chose, c'est que je voudrais saisir ces moments de rédaction de rapports comme des opportunités. Puisque donc il y a un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est donc l'éloignement, le fait que ce sont par exemple quand c'est situé en zone polaire, c'est très difficile donc de s'y rendre, de pouvoir se relayer. Donc ça implique également des phénomènes temporels qu'il faut prendre en considération sur le plan temporel. Des changements également au niveau de la couverture de glace sont beaucoup plus variables. Si on prend une échelle plus importante que pour celle des glaciers et de la calotte glaciaire elle-même. Je suis désolée, pardonnez-moi.
Certains concepts doivent également être clarifiés, c'est-à-dire quelle est la différence entre la glace terrestre ou de mer. Et lorsqu'on parle de cryosphère, c'est important, de par mon expérience, de comprendre ces différents aspects, quels sont les variables, quels sont les impacts, les variables qui ont un impact sur le niveau de la mer, par exemple. Et lorsque l'on parle de fonte également, ça peut être un élément qui suscite de la confusion parmi le public quant à ce qu'on entend lorsque l'on parle de la fonte qui a un impact sur le niveau de mer et donc sur l'océan. Et donc, c'est un peu confus parfois ces notions et ça peut affecter la bonne compréhension des modifications qui impactent la cryosphère. La disponibilité des données, c'est également un élément important, un des défis que l'on rencontre parce qu'on n'a pas forcément le même niveau de données selon les variables que l'on étudie et que l'on prend. Et enfin, le dernier point, qui est certainement l'un des plus importants, c'est le fait qu'il peut s'avérer difficile pour le public de donner un sens aux chiffres qui décrivent ces changements au niveau de la cryosphère, lorsque l'on fait des rapports d'ailleurs sur les changements, sur les différentes variables liées au changement climatique, c'est un élément important de comment se représenter ces chiffres en fait pour le public. Et donc c'est un élément essentiel de notre mission en tant que communicant sur les changements climatiques, c'est de créer des données climatiques qui soient traduites en chiffres qui ont un sens pour le public à travers des exemples, par exemple, à travers les graphiques que nous produisons pour décrire et synthétiser les changements au niveau de la cryosphère en mettant en place, en faisant des parallèles entre les données et des aspects qui sont plus palpables au niveau de l'environnement pour le public et donc mieux compréhensibles. Et si, par exemple, si on regarde en Italie, le lac Garda, on met en parallèle le volume du lac et de la fonte des glaciers, de ce que ça représente comme volume, ou par exemple la fonte de glace en septembre avec la réduction de l'azote qui correspondrait à la superficie de l'Espagne, par exemple. Donc, et donc, je sais qu'il y a la même animation qui a déjà été présentée, mais je voulais présenter également cette animation qui a été produite par l'Agence spatiale européenne et qui contribue également à produire les mêmes efforts, c'est-à-dire de traduire ces données, ces chiffres considérables en quelque chose qui soit parlant pour les gens. Et ça permet, en termes de communicants, de mieux communiquer, de mieux se faire comprendre. Et c'est nous, en tant que communicants, nous devons toujours avoir cela à l'esprit. Donc voilà, j'aimerais vous remercier pour votre attention et nous sommes heureux. Nous accueillerons vos questions volontiers. Merci. Merci Carlo, merci Julien. Effectivement, nous sommes partis bien au-delà de la température et c'est beaucoup plus clair, j'imagine, pour nous tous. Je précise pour tout le monde que aussi bien les présentations que les slides seront disponibles dans les prochains jours sur le site de l'événement. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos deux intervenants? Sinon, il y a une question? Non, j'ai une question en ligne. Have we reached a certain type? Comment est-ce qu'on atteint des points? Je reçois... on me pose souvent la question de quand est-ce qu'on attend les points de non-retour et je ne sais pas comment répondre. Nous sommes conscients de cet point important concernant la fonte de cette couverture de glace. Et par exemple, l'impact avec l'exemple sur le Gulf Stream dont on a parlé précédemment. Nous sommes conscients de cela puisque
parfois, on atteint un certain seuil, et ce qui génère parfois des situations, des niveaux qu'on ne pourra plus rattraper à l'avenir, sans précédent. Et donc, c'est très difficile d'être précis quant à quand ces seuils sont dépassés ou non. Et je pense que aujourd'hui, donc peut-être que effectivement, par exemple, on peut prendre l'exemple de la fonte. Peut-être que Julien veut compléter ma réponse en fait. Oui, Carlo, merci. Ce que je voulais dire ici, c'est que, comme on le sait, il y a des moments importants quand on regarde le système climatique, et nous savons que qu'il y a des moments peut-être qui sont clés en termes de bascule qui pourraient s'opérer ou non. Et donc, lorsque l'on effectue ces activités de suivi que nous menons au niveau avec le C3S, et si nous ne faisons pas ce suivi régulier du climat, lorsque l'on atteindra ce point de bascule, on n'aura pas pu anticiper suffisamment. Donc, je pense que en fonction des régions, en fait, nous ne sommes pas toujours sûrs de quel sera le moment de bascule, le moment charnière, mais dans le système climatique, nous devons avoir des données, un ensemble de données sur le long terme pour pouvoir faire le suivi de ces activités, comme c'est le cas d'ailleurs avec le C3S, pour être le plus précis possible à l'avenir. Quelles sont les communications, les cadres institutionnels de communication pour inciter les communautés à faire une meilleure gestion de ce risque climatique? Donc là, je peux peut-être répondre. Il faut rester assez humble sur cette question. Il y a un grand nombre d'opportunités avec des cadres institutionnels qui sont mis en place pour développer les activités menées par le C3S, par exemple, avec le fonds, le Green Fund, le fonds vert également, qui existe et qui au niveau des régions, également dans les pays en voie de développement. Donc, c'est très important. Ce que je pense être notre rôle concernant ces aspects, et je reviens là à mon premier point, c'est la fourniture systématique de données libres d'accès sur ces chaînes. Nous savons que les données climatiques sont importantes pour nos politiques, et on en a parlé précédemment. Nous en entendons toujours de la part des décisionnaires politiques que c'est important. Mais au fin de compte, ce qui est important, c'est d'avoir une véritable interface entre les scientifiques ayant les données climatiques et les utilisateurs finaux, et ne pas arriver finalement dans un sorte de goulot d'étranglement où l'ensemble des données ne sont pas fournies. Donc, l'utilisation opérationnelle de ces données, c'est très différent par rapport à avoir des données à disposition. Mais avoir des équipes de personnes qui regardent également la qualité des données, qui mettent également leurs efforts dans la traduction de ces données, et s'assurer que ces données brutes sont utilisables de manière opérationnelle en aval. Et donc ça fait partie de notre rôle également. Je pense que c'est tout à fait complémentaire d'ailleurs avec les activités qui existent et qui sont menées à l'échelle internationale pour soutenir nos communications d'ailleurs sur le climat et sur la nécessité d'adaptation au changement climatique. Et donc, lorsque l'on peut avoir accès à ces données, que l'on peut les toucher finalement de la main, je pense que ça joue beaucoup sur la façon dont on va souhaiter ensuite apporter des changements significatifs. Est-ce que le modèle, en fait, de CEPMMT est adapté? Si on parle de modèle, en fait, ici, en fait, on parle plus de prévision météo. C'est la base de la réanalyse. Ce modèle n'existe pas dans un vide. On a parlé d'analyse. Et quand on parle d'analyse,
il y a la question, en fait, d'ingérer les observations de l'agence spatiale. On parle d'une très large quantité d'observations. Et vous savez que nous recevons les informations, nous ingérons cela, nous intégrons cela dans le modèle. S'il y a un changement, comme il y en a, en fait, au niveau de l'atmosphère, au niveau de la surface terrestre, etc., cela va être reflété dans le modèle de prévision. Et je crois que cela est la garantie que nous ne sommes pas dans la mauvaise voie. Mais il y a tellement d'observations. Lorsqu'on voit une projection qui fait que la situation est différente, l'exercice est différent en raison des variations qui existent dans le système climatique en ce qui concerne les gaz à effet de serre, au niveau de la Terre, au niveau de l'océan. Et le modèle ne peut que se comparer au présent. Et nous essayons de voir cela par rapport à ce que nous avons vu au cours des dernières années. Je pense qu'on est en train de parler d'un modèle à 3 ans. Hi, Carlo. Thanks for the presentation. Merci pour la présentation. Il y avait une remarque en ce qui concerne l'énergie de la Terre. J'ai jamais vu ça avant. J'ai été frappée par cette démonstration qui montre comment les modèles peuvent reproduire le climat. Est-ce qu'on a la même image pour l'avenir en ce qui concerne les différentes possibilités? Vous savez que je ne l'ai pas fait moi-même, mais je pense que c'est mon collègue qui a fait cela. Si on regarde en fait le modèle de focus qui nous permet d'utiliser les informations, vous avez raison, c'est très intriguant. Lorsqu'on regarde les informations, c'est seulement avec les informations qu'on peut faire cela. On pourrait entreprendre cet exercice pour des projections futures. Mais si vous voulez avoir les mêmes résolutions et descriptions qu'on voit à l'image, il faut des modèles à haute résolution également. Vous avez le modèle CIMA 5, bien sûr, mais cela traite de peut-être 100 km. Et vous savez qu'il y avait un projet d'intercomparaison qui regardait les modèles à très haute résolution qui pourraient être utilisés pour reproduire des scénarios semblables, mais il n'y a rien d'impossible si on a le temps pour faire cela. Mais de toute façon, c'est un peu la direction qu'on prend aujourd'hui. On pousse pour une très haute résolution. Et pour conclure sur ce point, pour moi, il y a un élément très important à souligner ici. C'est que les meilleures informations dont vous parliez concernant le CO2, le méthane et les informations, les données venant de satellites, je pense que le volume maximal obtenu concerne l'association des informations satellites d'une part et la modélisation de l'autre, parce que ainsi, en fait, on peut rassembler les deux et formuler des propositions pour des émissions futures. Et j'ai créé une association qui va pouvoir aider la Direction générale de la météo à Madagascar pour communiquer plus efficacement le changement climatique chez nous. Alors ma question concerne surtout les phénomènes extrêmes, puisque cette année, il y avait
une chose inédite, si l'on peut dire, puisqu'il y avait 6 cyclones qui sont passés à Madagascar, qui ont détruit des milliers d'écoles, d'infrastructures, et qui a provoqué 206 morts, 500 000 sinistrés. Et donc le dégât est énorme. Et je voudrais demander s'il y a des produits ou des informations sur les phénomènes extrêmes que vous nous proposez afin de pouvoir inviter les gens à se préparer déjà dès maintenant, puisque nous avons quand même 10 mois de préparation. Et voilà, en général, c'est ça la question. Merci. Well, thank you for your question. Merci pour votre question. Et en fait, j'exprime ma compassion pour vous et vos concitoyens qui ont souffert de tels désastres. J'en suis très triste d'entendre le nombre. Tout ce que nous avons présenté aujourd'hui, Julien et moi-même, est là, disponible, libre d'accès et d'utilisation pour tous. Donc, vous êtes bien sûr la bienvenue à utiliser les informations et toutes les informations disponibles si cela pourrait vous aider. Et on pourrait peut-être discuter de cela, ce qu'on pourrait faire pour appuyer Madagascar. Et cela par rapport au cyclone tropical. Pardon, on a une autre question? Julien aussi. Julien. Alors, Julien, je te laisse parler, Julien. Non, In English, if you prefer, or in French, as you wish. Okay, I can do it in English. No, just to add. Je voulais juste ajouter à ce que Carlo a dit. Je pense que où nous faisons de la cartographie avec la C3S. Et là, on peut souligner ce qui s'est passé à Madagascar. Il y a toute une gamme de produits qu'on peut utiliser. Nous avons utilisé... Nous avons regardé quelques variables telles que la précipitation. On peut également regarder l'impact des cyclones sur la région. Et on peut regarder des variables, voir si cela peut être utile pour vous. De toute façon, s'il y a quelque chose qu'on peut vous aider à faire, on serait ravis. Nous avons une pause, un quart d'heure, et on se retrouve après une pause café bien méritée. Merci à tous.